en Edwin Fitzgerald, qui s'est apparemment brisé et a coulé la nuit dernière sur le lac Supérieur. Le navire et son équipage de 29 hommes ont disparu dans une tempête avec des vents de 130 km/h et des vagues atteignant 7,5 mètres de haut. Lorsque les présentateurs de nouvelles font allusion à des épaves oubliées, les gens pensent généralement à des histoires enfouies dans les livres d'histoire, et non à quelque chose qui suscite encore des débats aujourd'hui. Récemment, même Jesse Waters a effleuré le sujet d'une manière qui a soulevé plus de questions que de réponses. Le nom seul suffit à vous attirer. Le Fitzgerald, un cargo construit pour la force, disparut en quelques minutes et ramenant encore experts, plongeurs et familles au cœur du lac Supérieur. Qu'est-il arrivé au corps des marins à bord? Découvrons-le. Les faits et le manifeste du dernier voyage. Le 9 novembre 1975, le vraquier SS Edmund Fitzgerald s'éloigna des quais de chargement de Supérieur, dans le Wisconsin, entamant ce qui allait être son dernier voyage. Il y a 46 ans aujourd'hui, le SS Edmund Fitzgerald a coulé dans le lac Supérieur. Les 29 membres d'équipage à bord sont décédés. Les documents officiels de la garde côtière des États-Unis indiquent que la cargaison était d'environ 26,116 tonnes longues de granulés de taconite, un produit dense de minerai de fer utilisé dans la fabrication de l'acier. La destination du navire était Zoo Island, près de Detroit, dans le Michigan, un trajet courant pour le navire. Ce n'était pas un itinéraire inhabituel, et le Fitzgerald n'était pas inexpérimenté pour l'emprunter. Avec une longueur de 222 mètres et une largeur de 23 mètres, le navire s'était forgé une réputation comme l'un des plus grands et des plus puissants cargos opérant sur les grands lacs. À la barre se tenait le capitaine Ernest M. Surley, un marin chevronné approchant de la retraite. Mick Surley avait annoncé à ses collègues et amis que ce serait sa dernière saison de navigation avant de quitter les lacs. Son équipage, composé de 29 personnes au total, représentait un mélange de vétérans et de jeunes recrues, tous chargés de faire fonctionner l'un des navires les plus célèbres de la flotte des Grands Lacs. Dans la communauté maritime, le Fitzgerald avait gagné un surnom, la fierté du côté américain. Les initiés notent que la cargaison du Fitzgerald en novembre était simple sur le papier. Le navire a été chargé de taconite au quai 1 de Burlington Northern Railroad à Supérieur, où chaque granulé mesurait en moyenne moins de 2,1 cm de diamètre, mais pesait collectivement des milliers de tonnes. Les documents d'expédition ultérieurement versés dans les dossiers d'enquête ont confirmé que la charge était proche de la capacité maximale, ce qui était courant pendant la saison de navigation intense avant l'arrivée des glaces hivernales. Les équipages travaillaient souvent avec peu de marge d'erreur en novembre, un mois que les marins appelaient discrètement la sorcière de novembre en raison de ses violentes tempêtes. De Supérieur, la route du Fitzgerald le mènerait à travers le lac Supérieur, puis à travers la baie de Whitefish et finalement dans le lac Huron avant d'atteindre Détroit. Les journaux de bord maritime décrivaient cela comme une route très fréquentée, et de grands cargos naviguaient souvent en paires ou en petits groupes pour plus de sécurité. Lors de ce voyage, le Fitzgerald était associé de manière informelle à l'Arthur M. Anderson, un autre cargo suivant derrière sur un parcours similaire. Bien que n'étant pas formellement en convoi, les deux navires ont maintenu un contact radio et ont suivi la même route vers le sud. Le Fitzgerald avait une longue expérience de ce voyage sans incident. Lancé en 1958, le navire a été construit par Great Lakes Engineering Works et nommé en l'honneur d'Edmund Fitzgerald, le président de Northwestern Mutual Life Insurance Company, qui avait commandé sa construction. Dès le début, le navire avait été conçu pour transporter d'énormes quantités de minerais plus rapidement que presque tous les autres navires sur les lacs. Au fil des ans, il avait établi des records de transport saisonniers
et acquis une réputation auprès des travailleurs portuaires et des marins comme un navire fiable et bien entretenu. Pourtant, même le navire le plus solide n'était pas à l'abri des forces des lacs en novembre. Les documents d'expédition officiels notent que le 9 novembre, le Fitzgerald est parti avec son effectif complet de 29 hommes et sa pleine charge de granulés de minerai, autorisé à partir sans incident. Il n'y avait aucun problème mécanique signalé au moment du départ, aucun avertissement d'instabilité et rien qui ait attiré l'attention lors de l'examen de son manifeste par la garde côtière. Les enquêtes ultérieures s'appuieraient fortement sur ces détails de départ, car ils fournissaient le dernier compte-rendu certain du Fitzgerald dans des conditions normales. La liste de l'équipage de la cargaison et l'itinéraire sont devenus des faits de base pour les enquêtes qui ont suivi. Bien que des rumeurs et des théories aient fait surface dans les années qui ont suivi, les documents déposés le 9 novembre sont restés incontestés. Le Fitzgerald était sain, entièrement équipé, entièrement chargé, et se dirigeait vers le cœur du lac supérieur, comme d'innombrables navires l'avaient fait auparavant. Son départ de Supérieur a marqué le début de ce qui semblait être un voyage de routine. Pourtant, avec le recul, cette nuit porte le poids de la finalité. C'était la dernière fois que quelqu'un voyait le Fitzgerald comme un navire en état de marche, glissant hors du port sur des eaux calmes, ignorant la tempête qui ferait disparaître tout son équipage sans laisser de traces. La tempête et le calendrier de recherche de la perte. Le 10 novembre 1975, le départ calme de l'Edmund Fitzgerald a cédé la place à une tempête brutale que le National Weather Service a ensuite classée comme l'une des plus fortes à frapper le lac supérieur depuis des années. Les journaux météorologiques ont enregistré des vents soufflant à plus de 90 km/h et des vagues dépassant 7,5 mètres. Les rapports déposés par la suite ont noté que la tempête s'était intensifiée rapidement, la pression barométrique chutant dans toute la région d'une manière que les marins reconnaissaient comme un signe avant-coureur de conditions météorologiques extrêmes. Pendant une grande partie de la journée, les transmissions radio ont révélé que le Fitzgerald avait du mal à maintenir son cap à mesure que la tempête empirait. À 15h30, un message à l'Arthur M. Anderson a révélé que le Fitzgerald avait perdu son radar. À partir de ce moment, le capitaine de l'Anderson a commencé à fournir des mises à jour pour aider le Fitzgerald à suivre sa position. Malgré les contretemps, aucun appel de détresse n'a été lancé, et les réponses du navire ont suggéré que, bien que malmené, il était toujours sous contrôle. En début de soirée, les conditions sur le lac étaient à leur pire. Les journaux des navires dans la région décrivaient des bourrasques de neige aveuglantes qui rendaient la visibilité presque impossible. Les vagues ont frappé les cargos si violemment que les équipages ont comparé l'impact à celui d'un choc contre du béton. Le dernier message radio confirmé du Fitzgerald est arrivé vers 19h10. Dans cet appel, elle a rapporté à l'Anderson qu'il tenait bon. Moins de 10 minutes plus tard, le contact radar avec le Fitzgerald a disparu. Aucun signal de détresse, aucune fusée éclairante d'urgence, aucune autre communication n'a suivi. La disparition soudaine a déclenché un sentiment d'alarme immédiat sur l'Anderson. Son capitaine a tenté à plusieurs reprises des appels radio, mais n'a reçu aucune réponse. À 19h39, l'Anderson a contacté la station de la garde côtière des États-Unis à Sault-Sainte-Marie pour signaler la perte de contact. Les premières réponses de la garde côtière se sont concentrées sur la vérification du bon fonctionnement de l'équipement radar de l'Anderson. À 21h, sans aucun signe du Fitzgerald, la garde côtière a commencé à mobiliser une recherche. La recherche a été confrontée à d'énormes obstacles. Les vents violents et les mers montagneuses rendaient trop dangereux le lancement immédiat de petites embarcations ou d'hélicoptères. Au lieu de cela, la garde côtière s'est appuyée sur les cargos à proximité, y compris l'Anderson,
pour revenir en arrière dans la tempête et commencer à fouiller la dernière zone connue du Fitzgerald. Cruz a rappelé plus tard la difficulté de faire tourner leur navire dans des mers qui dépassaient leurs proues. Un marin a remarqué que les vagues étaient les plus importantes qu'il ait jamais vues de sa carrière. Au petit matin du 11 novembre, des débris ont commencé à faire surface. Les chercheurs ont repéré 2 canots de sauvetage endommagés, des gilets de sauvetage et des morceaux d'épave éparpillés sur des kilomètres d'eau. Les registres de la garde côtière ont confirmé qu'aucun membre d'équipage n'avait été localisé, pas plus qu'il n'y avait de preuves de survivants. L'équipage de l'Anderson a décrit la scène déchirante de la découverte du canot de sauvetage du navire, éclaté et vide. Le calendrier officiel établi par la garde côtière décrit clairement la séquence. Le Fitzgerald a signalé sa dernière position à 19h10. A disparu du radar à 19h25 et au lever du soleil le lendemain matin, il ne restait que des épaves flottantes. L'absence de signal de détresse a intrigué les enquêteurs dès le début. Les marins avaient souvent un profond respect pour la rapidité avec laquelle le lac supérieur pouvait engloutir un navire. Mais la vitesse à laquelle le Fitzgerald a disparu a distingué cette affaire. En moins de 48 heures, la garde côtière a intensifié la recherche pour inclure des avions effectuant des quadrillages au-dessus du lac. Les pilotes ont scruté la surface à la recherche de toute trace de survivants, mais aucune preuve supplémentaire n'a été trouvée. Le 14 novembre, la recherche a été réduite. La conclusion officielle étant que les 29 membres d'équipage avaient été perdus avec le navire. Les débris recueillis n'ont pas révélé grand-chose aux enquêteurs au-delà de la violence de la tempête. Il n'y avait aucun signe d'explosion ou d'incendie, aucun défaut mécanique clair et aucun corps. Ce que la tempête a laissé derrière elle était un mystère qui défiait les attentes des marins, des enquêteurs et des familles. Le calendrier de cette nuit de novembre est devenu le fondement de décennies de théories, d'analyses, de deuil, et les questions sans réponse n'ont fait que croître avec le temps. L'épave, ce que les équipes d'enquête ont trouvé. Dans les jours qui ont suivi la disparition de l'Edun Fitzgerald, les équipes de recherche ont été confrontées à la question difficile de savoir ce qui se trouvait sous la surface du lac supérieur. La garde côtière des États-Unis a coordonné ses efforts avec la marine américaine pour déployer des équipements spécialisés capables de sonder les profondeurs. Moins d'une semaine après le naufrage, des balayages sonars ont détecté de gros objets reposant à plus de 150 mètres sous la surface. Cet emplacement, à environ 27 km de Whitefish Point, est devenu le point central de toutes les enquêtes ultérieures. Les images sonars des premiers balayages suggéraient une structure brisée massive. Les lectures ont montré 2 sections distinctes reposant sur le fond du lac, séparées par un large champ de débris dispersés. Ce que les chercheurs n'ont pas pu confirmer à ce stade précoce, c'est l'orientation de l'épave ou la nature précise de la rupture. Pour résoudre ces questions, la marine a dépêché Curvy 3, un submersible télécommandé équipé de caméras et de lumières. Il s'agissait d'une technologie de pointe au milieu des années 1970, et la mission a marqué l'un de ses premiers déploiements en eau douce. En mai 1976, Curvy 3 avait capturé les premières images rapprochées du Fitzgerald. Ces photographies et bobines vidéo sont devenues les archives visuelles durables étudiées par les enquêteurs, les journalistes et, plus tard, les historiens. Les images ont confirmé ce que le sonar laissait entendre. Le navire s'était brisé en 2 grandes sections. La proue a été retrouvée à l'endroit, incrustée dans l'argile du fond du lac, tandis que la poupe reposait à environ 50 mètres de distance, tordue et partiellement inversée. Entre ces sections se trouvait un long tapis de granulés de taconite répandus, la cargaison qui avait autrefois rempli les cales du navire. Les notes d'enquête ont décrit la proue comme relativement intacte avec la timonerie et les cabines avant visibles. La poupe, en revanche,
portait de lourds dommages. Son acier était déformé et déchiré d'une manière qui suggérait des contraintes violentes lorsque le navire s'est brisé. Un rapport a noté que l'hélice était toujours attachée, pointant vers le haut comme si elle était figée en plein mouvement. La disposition des débris autour de l'épave était tout aussi révélatrice. À côté de la taconite se trouvaient des morceaux de garde-corps tordus, des fragments de canaux de sauvetage et des sections d'équipements de pont. Chaque élément a donné aux enquêteurs un indice sur les derniers instants du navire. La Great Lakes Shipwreck Historical Society, qui a ensuite eu accès aux images et aux archives, a souligné la signification historique de ces enquêtes. Pour la première fois, les chercheurs ont pu étudier une épave majeure des Grands Lacs in situ avec des preuves photographiques plutôt que des spéculations. Ce niveau de détail a permis aux ingénieurs maritimes et aux architectes navals de tester différentes théories sur la façon dont le Fitzgerald s'est brisé. Les initiés, qui ont examiné les images de QRV-3, ont décrit une immobilité étrange sur le site. Les eaux froides et sombres du supérieur ont maintenu l'épave dans une sorte d'état suspendu, avec peu de perturbations visibles des courants. La taconite reposait en monticules soignés, comme si elle était versée directement sur le fond du lac. Les chercheurs ont remarqué la rapidité avec laquelle le lac semblait sceller le navire, le préservant comme une capsule temporelle silencieuse. L'un des défis auxquels les enquêteurs ont été confrontés était la profondeur elle-même. À plus de 150 mètres, le lac supérieur offrait peu de marge d'erreur avec les opérations à distance. Curvi 3 devait être abaissé avec précaution, et ses câbles étaient soumis à la tension des mêmes courants imprévisibles qui affligeaient les navires de surface. Malgré les obstacles, la mission a réussi à produire des centaines de photographies et des heures de films qui restent archivés et étudiés à ce jour. La découverte de l'épave a également modifié le ton de la discussion publique. Jusque-là, les familles de l'équipage et les membres de la communauté maritime gardaient de vagues espoirs de réponse grâce aux recherches en surface. Une fois le Fitzgerald localisé, ces espoirs se sont réduits à comprendre la mécanique de la perte. Dans les années qui ont suivi, des enquêtes supplémentaires se sont appuyées sur les travaux initiaux de la marine. Des équipes de recherche canadiennes et américaines sont revenues avec du matériel amélioré, documentant de nouveaux angles de l'épave et cartographiant le champ de débris avec une plus grande précision. Chaque visite a renforcé l'image capturée pour la première fois en 1976. Un énorme minéralier déchiré en deux, sa proue plantée dans l'argile du supérieur, sa poupe gisant mutilée à proximité et sa cargaison répandue sur le fond du lac. Malgré toute sa violence, le récit a réussi à transmettre un sentiment de finalité. Le dernier lieu de repos du Fitzgerald n'était plus en doute, et les preuves recueillies là-bas sont devenues la pierre angulaire de toutes les théories, de tous les rapports et de tous les monuments commémoratifs qui ont suivi. L'histoire du navire était entrée dans une nouvelle phase, définie non pas par des spéculations à la surface, mais par le témoignage froid et silencieux du fond du lac lui-même, le point de vue scientifique. Pendant des décennies, les familles et le public ont posé la même question obsédante. Et maintenant, les scientifiques ont enfin révélé pourquoi les corps de l'Edun Fitzgerald n'ont jamais été retrouvés. Le premier facteur est la vitesse du naufrage lui-même. Les enquêteurs ont conclu que le Fitzgerald avait probablement subi une inondation massive soudaine dans ses dernières minutes. La rupture structurelle à la surface ou à proximité signifiait que le navire ne s'est pas simplement effondré intact, mais a plutôt plongé avec une grande violence. Les membres d'équipage à l'intérieur auraient été piégés par la coque en acier ou enfouis sous une cargaison en mouvement. Les survivants jetés en pleine eau n'auraient eu aucune chance contre des vagues de plus de 7,5 mètres de haut, des vents de force ouragans et des températures de l'eau à peine supérieures au point de congélation. Même avant d'aborder la science plus approfondie,
les chances de survie ou de récupération étaient presque nulles. Le deuxième facteur est l'environnement en profondeur. Le Fitzgerald repose à plus de 150 mètres sous la surface, dans une eau qui reste proche du point de congélation toute l'année. Les scientifiques légistes qui ont examiné par la suite des cas similaires ont souligné que la décomposition dans l'eau douce froide et pauvre en oxygène se comporte très différemment de la pleine mer. Dans les épaves océaniques, l'écorce flotte souvent librement lorsque les gaz de décomposition s'accumulent. Dans le lac supérieur, c'est exactement le contraire. Les températures froides arrêtent l'activité bactérienne, empêchant la formation de gaz qui provoquent normalement la remontée des corps. Au lieu de cela, les restent souvent bloqués là où ils sont tombés. Un autre processus à l'œuvre est la formation d'adipocires, parfois appelée cire cadavérique. Dans des conditions anaérobies froides, la graisse corporelle peut se transformer en une substance semblable à du savon qui préserve les tissus tout en les maintenant en place. Ce changement chimique signifie qu'au lieu de squelettes se libérant ou de restes se désintégrant rapidement, ils peuvent rester scellés dans des épaves pendant des décennies. Des plongeurs et des caméras télécommandées étudiant d'autres épaves des Grands Lacs ont confirmé que l'adapocire joue un rôle central dans la façon dont les restes sont préservés dans ces eaux. Le troisième facteur est le site de l'épave lui-même. Des études avec des véhicules télécommandés ont documenté comment des milliers de tonnes de granulés de taconite se sont déversés sur le fond du lac, formant ce que les chercheurs ont décrit comme un tapis de minerais. Une cargaison lourde a épinglé des sections de la coque et a enfoui les débris environnants. Si des membres d'équipage ont été pris dans des compartiments lorsque le Fitzgerald s'est brisé, ils peuvent maintenant reposer sous des tonnes d'acier et de minerais. Des caméras télécommandées ont documenté des zones où des poutres tordues et des plaques de pont effondrées ont créé des poches scellées, rendant l'accès impossible sans couper dans le navire. Les responsables ont ensuite souligné que le Fitzgerald doit être traité comme un lieu de sépulture et qu'il n'était pas permis de perturber ces zones. Les initiés de la Great Lakes Shipwreck Historical Society, qui ont étudié les images de l'enquête, ont remarqué que les conditions rendent que le site à la fois unique et inaccessible. Avec une visibilité limitée, des courants imprévisibles et une épave instable, il est pratiquement impossible d'identifier les restes. Les rares fois où des caméras sont passées près des champs de débris, les chercheurs n'ont vu que de la taconite, de l'acier tordu et du silence. Pas de squelette, pas de vêtements flottants, rien qui puisse être confirmé comme des restes humains. Ensemble, ces facteurs forment l'explication scientifique. Le Fitzgerald a coulé violemment et rapidement, piégeant l'équipage dans son cadre en acier ou sous sa cargaison. La profondeur et le froid du lac supérieur ont empêché les corps de remonter à la surface, tandis que les conditions anaérobies ont ralenti la décomposition naturelle. La présence d'ataposures a probablement préservé les restes à l'intérieur de l'épave, mais les a scellés hors de vue. Ce que le public considérait comme un mystère, les enquêteurs et les scientifiques en sont venus à comprendre comme le résultat naturel de la physique, de la chimie et de l'environnement. Pourtant, le bilan officiel des pertes est sévère. 29 hommes perdus, aucun retrouvé. Les études à distance ont donné aux familles un lieu de repos pour pleurer, mais la science a expliqué pourquoi elle n'aurait jamais la clôture des restes récupérés. Le lac, en effet, les retient en permanence. Comme l'a fait remarquer un officier de la garde côtière lors d'une réunion d'information, le lac supérieur ne rend pas ses morts. Suites officielles, enquêtes et règles modifiées. Maintenant, lorsque l'Edon Fitzgerald a été déclaré perdu avec les 29 hommes à bord, les agences fédérales ont rapidement agi pour déterminer ce qui n'avait pas fonctionné et comment empêcher que cela ne se reproduise. La garde côtière des États-Unis a lancé sa propre enquête officielle
tandis que le National Transportation Safety Board a ouvert un examen parallèle. Ensemble, ces enquêtes ont constitué les suites officielles de l'une des tragédies maritimes les plus étudiées de l'histoire américaine. Des audiences ont été convoquées quelques semaines après le naufrage. Les familles, les constructeurs navals, les membres d'équipage d'autres navires et les experts maritimes ont été appelés à témoigner. La garde côtière s'est fortement concentrée sur l'équipement de sécurité, les communications et la conception structurelle du Fitzgerald. Le NTSB a examiné de manière générale les pratiques d'expédition sur les grands lacs, y compris les prévisions météorologiques, les normes d'inspection des navires et les aides à la navigation. Les deux agences ont convenu que la disparition soudaine du Fitzgerald avait mis en évidence des lacunes dans la surveillance qui exigeaient des changements. L'une des réformes les plus immédiates a été l'obligation d'avoir des sondeurs. Les enquêteurs ont souligné que la navigation sur le lac supérieur par forte mer sans relevé de profondeur précis rendait les navires vulnérables à l'échouement ou à la collision avec les rives. Le Fitzgerald n'avait pas de sondeur en état de marche lors de son dernier voyage. Et bien que les responsables n'aient pas pu prouver que cela avait directement causé le naufrage, ils ont conclu qu'un équipement de mesure de profondeur mis à jour ait été essentiel pour la sécurité de la flotte. Les combinaisons de survie sont devenues une autre priorité. Les témoignages ont révélé que même si les hommes du Fitzgerald avaient réussi à se rendre à l'eau, l'hypothermie les aurait emportés en quelques minutes. La garde côtière a recommandé que les cargos transportent des combinaisons isolées équipées de lumière ou de stroboscopes pour augmenter les chances de survivre assez longtemps pour être secourus. Cette exigence, appliquée ultérieurement, est devenue une pratique courante non seulement sur les grands lacs, mais dans toutes les eaux intérieures américaines. Les aides à la navigation ont également été examinées de près. La tempête qui a coulé le Fitzgerald a démontré avec quelle facilité un navire pouvait perdre le radar et la visibilité. Le NTSB a fait pression pour améliorer les phares, les bouées et les radiobalises sur les grands lacs. Les agences fédérales ont investi dans des améliorations qui ont fourni aux navires des marqueurs plus fiables, même par mauvais temps. L'enquête sur le Fitzgerald a également remodelé les règles d'inspection. Avant 1975, les normes de ligne de charge et d'intégrité étanches pour les cargos des grands lacs étaient moins rigoureuses que celles des navires océaniques. La taille massive et la capacité de charge élevée du Fitzgerald ont mis en évidence à quel point cet écart était devenu dangereux. La garde côtière a ordonné des calendriers d'inspection plus stricts avec de nouvelles exigences pour vérifier la résistance de la coque, la sécurité du couvercle de l'écoutille et les mesures de franc-bord. Ces modifications étaient destinées à garantir qu'aucun cargo ne quitte le port avec des vulnérabilités cachées sous son pont. Au-delà des réformes techniques, les suites ont également forcé les gouvernements à aborder la question de la gestion des épaves. Les familles de l'équipage du Fitzgerald ont fait pression pour obtenir l'assurance que le site serait respecté. Les grands lacs étaient parsemés d'épaves, mais aucune n'avait attiré l'attention du public comme celle-ci. Les gouvernements américains et canadiens ont tous deux pris des mesures pour restreindre les opérations de sauvetage intrusives sur les épaves en eau profonde, considérées comme des lieux de sépulture. Une législation ultérieure a établi des zones tampons autour du Fitzgerald pour empêcher les plongeurs de perturber le site. Ces protections sont devenues un modèle pour traiter les épaves à la fois comme des artefacts historiques et comme des lieux de repos sacrés. Les initiés de l'époque ont noté que la tragédie avait modifié toute la culture du transport maritime des Grands Lacs. Ce qui était autrefois considéré comme des trajets de routine comportait désormais une conscience plus aiguë du risque. Les équipages ont reçu une nouvelle formation sur les procédures d'urgence. Les entreprises ont investi dans des équipements plus solides et la surveillance réglementaire s'est renforcée dans tous les domaines. Pour l'industrie du transport maritime, le Fitzgerald est devenu une référence.
chaque règle ajoutée ou révisée était justifiée en se référant à novembre 1975. Les rapports finaux publiés par la garde côtière et le NTSB ne s'accordaient pas sur toutes les causes techniques du naufrage, mais les deux ont formulé des recommandations claires. Ces recommandations sont devenues la loi fédérale et l'héritage du Fitzgerald perdure dans les normes de sécurité désormais considérées comme acquises sur les Grands Lacs. Les réformes constituent des résultats politiques directs de sa perte, garantissant que, bien que le navire ne soit jamais revenu, les leçons qu'il a laissées guideraient tous les cargos qui ont suivi. Mémoire, accès et retombées scientifiques. Dans les décennies qui ont suivi le naufrage, le Fitzgerald est passé d'un cargo perdu à un symbole des Grands Lacs. Les familles de l'équipage, les communautés locales et les groupes maritimes ont fait pression pour trouver des moyens d'honorer ceux qui ont disparu avec le navire. Des services annuels ont été établis des deux côtés du lac supérieur avec des cloches d'église sonnant 29 fois, une fois pour chaque vie perdue. La tragédie ne s'est pas estompée dans l'obscurité. Au lieu de cela, elle s'est ancrée dans la mémoire régionale, renforcée chaque année en novembre, alors que de nouvelles tempêtes balayaient le lac. L'intérêt du public a également entraîné des expéditions répétées sur le site de l'épave. À partir de la fin des années 1970 et jusqu'aux années 1990, des équipes scientifiques ont utilisé des submersibles et des véhicules télécommandés pour étudier les restes. Ces missions ont documenté l'état de la coque, la répartition de la cargaison et les changements apportés à l'épave au fil du temps. Les résultats ont contribué à affiner les théories sur les causes de la rupture du navire et ont enrichi les connaissances sur le comportement des structures en acier sous des pressions sous-marines extrêmes. Selon des initiés, chaque plongée apportait non seulement des données, mais aussi un poids émotionnel, car le site restait une tombe solennelle. Ce sentiment de respect a façonné la manière dont les gouvernements ont géré l'épave. En 1995, un effort de récupération mené par le Canada a ramené la cloche du navire à la surface. La cloche a été restaurée et repose maintenant dans un mémorial au bord du lac où elle est sonnée lors des cérémonies du souvenir. À sa place sur l'épave, des plongeurs ont monté une réplique de cloche gravée des noms de l'équipage. Cela a permis d'équilibrer la volonté scientifique de récupérer des artefacts avec le désir de dignité de la famille. Pour protéger le site contre les perturbations, l'Ontario a promulgué des règles interdisant l'entrée non autorisée dans un rayon de 500 mètres autour de l'épave. Ces protections ont effectivement scellé le Fitzgerald en tant que lieu de sépulture, tout en laissant de la place pour une recherche soigneusement supervisée. Aujourd'hui, l'accès est limité aux études scientifiques et aux missions commémoratives approuvées, garantissant que l'épave reste préservée à la fois pour l'histoire et pour les analyses futures. L'héritage du Fitzgerald se poursuit de manière inattendue. Les concepteurs de navires citent les leçons tirées des défaillances structurelles observées sur l'épave, tandis que les planificateurs de recherche et de sauvetage utilisent que le cas pour affiner les protocoles d'intervention. La médecine légale maritime a également progressé, le site servant de référence pour les enquêtes sous-marines non intrusives. Dans la mémoire et dans la science, le Fitzgerald reste une pierre de touche pour la sécurité, le respect et l'apprentissage sur les Grands Lacs. Mais que pensez-vous de sa destinée? Partagez vos réflexions dans les commentaires.